Depuis le mois de mars dernier, les gens de l'Outaouais qui ont 50 ans et plus ont le droit, ont accès à leur université bien à eux. Ça s'appelle l'Université du troisième âge. Et aujourd'hui, on en discute avec la responsable du comité de programmation, Ginette Mercier. Bonjour à vous à la maison. Merci d'être avec nous sur les ondes de TVC Basse-Lièvre ou Ma TV Outaouais. Je m'appelle Mathieu Daou. Bienvenue à Tribune locale. Madame Mercier, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc, c'est possible de faire un retour aux études, non seulement aux études, mais à l'université à partir de 50 ans ici en Outaouais. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Avec l'Université du troisième âge, on va en parler au cours des prochaines minutes. Dites-moi, Madame Mercier, d'où vient l'idée? Peut-être un peu parler de l'historique du projet. Bien, écoutez, dans un premier temps, l'Université du troisième âge de Sherbrooke existe depuis 40 ans. C'est un concept français qui a été importé ici au Québec. Et graduellement, bien, il y a eu la création de groupes bénévoles qui se sont pris en main dans chacune des régions du Québec. Et l'UTA Sherbrooke bénéficie maintenant de 29 antennes, on appelle ça des antennes, les groupes de bénévoles, et on couvre maintenant 11 régions au Québec. Donc, je vous dirais qu'il y a 15 000 personnes, bon an, mal an, qui s'inscrivent à l'Université du troisième âge de leur région et par le fait même à l'Université de Sherbrooke, qui sont des étudiants. Donc, pour avoir accès à cette université-là, on doit absolument avoir 50 ans. Aussi, par exemple, ma mère a 45 ans. Est-ce qu'elle peut avoir des cours, par exemple? Bien, je vous dirais qu'on dit 50 ans parce qu'à 49, c'est quand même près de 5 ans. Exactement. On ne prendrait pas, par exemple, des gens de 40, 42, parce que ça s'adresse à des gens de 50 ans et plus, puis les activités sont faites pour le plaisir d'apprendre. Parce qu'on sait qu'en vieillissant, bien sûr, on veut prendre soin de sa santé. Donc, on s'inscrit au gym, on s'inscrit à des activités physiques. On a besoin d'informations aussi, donc on va à des conférences ou on va à des trucs qui vont nous informer, par exemple, sur les différentes maladies qui guettent la vieillesse. On est des proches aidants, donc on va aussi à des conférences pour justement se nourrir. Mais entre ça aussi, il faut continuer à se nourrir soi-même puis nourrir son cerveau. Alors, l'Université du troisième âge est là pour ça. Et en termes, excusez-moi, en termes de territoire, ça ressemble à quoi? C'est pas juste à Gatineau, mais c'est beaucoup plus loin que ça, là. Tout à fait, parce que quand on a commencé, c'est sûr quand on a lancé la programmation à l'automne 2017, on a couvert plus Gatineau, mais les gens de la petite nation de Saint-André-Evelyn et les gens de Maniwaki ont levé la main en disant, écoutez, nous en région, là, on n'a pas beaucoup de choses. Est-ce que c'est possible de venir nous voir? Est-ce que c'est possible de nous offrir des conférences ou des cours? Alors, on a commencé tout doucement à l'automne, mais là, la programmation de hiver et printemps 2018 est un petit peu plus costaude. Il y a plus de sujets. Donc, là, on est un petit peu victime de notre succès parce oui, parce qu'il y a des gens maintenant de Chelsea, de Wakefield et de Buckingham. Mais c'est pour ça que je viens vous parler aussi aujourd'hui. Donc, territoire très vaste. Donc, oui. Un des avantages, c'est qu'on n'a pas à se rendre à un seul endroit. C'est l'université en tant que telle qui se déplace partout dans la région. C'est bien ça? C'est une université. Moi, ce que j'aime de ce concept-là, il y a 3 choses. Premièrement, c'est pour le plaisir d'apprendre. Il n'y a pas de travaux, pas d'examen, pas de crédit, bien sûr, mais c'est pour le plaisir d'apprendre. L'université se déplace. C'est une université de proximité qui va voir les gens selon qu'il y a de l'intérêt, par exemple. Il faut s'assurer qu'il y a un nombre suffisant de personnes intéressées à se réunir pour avoir une activité quelconque. Et la troisième chose, c'est que ça nous ouvre et ça continue à nous ouvrir au monde. Et ça, moi, comme ex-conseillère pédagogique dans un cégep, au cégep de l'Outaouais, moi, c'est ça qui m'allume. L'éducation, c'est de l'apporter là où les gens sont. Je suis curieux de savoir quelle a été la réponse des gens lorsque vous avez, débuté le projet en mars dernier. Quelle a été la réponse de la population? Écoutez, on a eu 180 personnes qui se sont inscrites à des activités, puis pour générer 212 inscriptions. Alors, on a su
même au tout début, en avril d'ailleurs, quand on a fait une deuxième rencontre, on a eu une centaine de personnes qui se sont déplacées pour entendre parler de ce concept-là d'université du troisième âge. Alors déjà là, on sentait que ces 100 personnes-là avaient de l'intérêt pour ça. On a fait un petit sondage auprès de ces personnes-là pour savoir dans quel domaine on devrait placer les activités. Alors, à l'automne, 180 personnes. C'est sûr qu'on a une légère baisse d'achalandage à la période de l'hiver et au printemps à cause des routes, du climat, à cause aussi des gens qui partent, parce qu'il y en a qui cherchent un peu plus la chaleur que les froids qu'on a eus. Ouais. Alors, on a une légère baisse, mais c'est dans l'ensemble de toutes les antennes. Donc, ce n'est pas surprenant. Là, présentement, je vous dirais qu'on approche les 120 personnes. Il y a un cours qui a débuté aujourd'hui, donc moi, je suis certaine, le bouche à oreille va continuer. Et justement, en parlant de cours, Mme Mercier, vous dites que votre programmation, cette année, elle est bien solide. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à l'Université du troisième âge? Bien, je vous dirais que présentement, on offre 4 cours, entre autres l'histoire des guerres mondiales et le Québec. On a un cours sur les trésors archéologiques de la Grèce antique. On a un cours sur l'appréciation des œuvres d'art. Comment on peut apprécier, même évaluer une œuvre d'art. Et on a un cours aussi à Maniwaki sur les champignons. Alors, qui inclut une sortie de cueillette de champignons au printemps. À travers tout ça, il y a 8 conférences, des conférences culturelles, des conférences sur l'orthographe, sur l'histoire de la chanson française, sur les mathématiques, les sciences, parce que c'était quelque chose que les gens voulaient. Donc, on a différentes conférences et les cours peuvent être d'une durée de 7h30 à peu près jusqu'à 15 heures, dépendamment du type, ça varie. Et pour les conférences, je vous dirais que c'est de 2 heures, 2h30 par conférence. Est-ce qu'il y a des frais reliés à ça ou c'est gratuit pour avoir accès aux cours? Il y a des frais, parce que comme antenne, on participe à un réseau d'antennes et l'Université de Sherbrooke nous donne accès aussi à un réseau de personnes ressources, des anciens profs, des experts dans certains domaines. Alors nécessairement, ces gens-là, il faut les payer. Et l'Université de Sherbrooke aussi nous apporte son soutien administratif. Elle gère nos inscriptions, elle s'occupe de payer les personnes ressources, de payer les déplacements. Donc, c'est vraiment un support et on fait partie d'un réseau d'antennes. Et si jamais, nous, on a un léger déficit dans notre région parce qu'il y a des activités qui sont moins partie prenante, bien, c'est le réseau des antennes aussi qui nous aide au déficit financier. Donc, on est partie prenante, on bénéficie de ce que l'Université de Sherbrooke nous apporte, mais on contribue aussi. Donc, le financement ne vient que de l'Université de Sherbrooke. Tout à fait, et des inscriptions. Et des inscriptions. Tout à fait. Bon, je vais parler d'une activité en particulier qui se déroule chez nous dans l'est de Gatineau. C'est le 25 avril à la résidence du Bel Âge. C'est une conférence sur l'histoire et la chanson française. Ouais. De quoi il est question exactement? Bien, des années folles. Ouais. Jusque... Vous êtes un peu jeune peut-être, mais... Un peu, mais je connais cette période-là. Vous avez vu peut-être lors du décès de France Gall, entre autres, bien, la période du yéyé. Donc, c'est de 1920, des années folles, à cette période-là. Et pourquoi au Bel Âge? Parce que la direction de la résidence nous a ouvert ses portes, nous a offert un local gratuitement. C'est ouvert aux résidents, mais aussi à l'ensemble de la population de Buckingham qui voudrait se déplacer pour entendre parler justement de l'histoire de la chanson française. Donc, et c'est Michel Normando, qui est un ex-membre de Harmonium, qui fait la présentation. Donc, une conférence qui risque fort d'être intéressante. Oui. C'est un rendez-vous le 25 avril. Est-ce que vous attendez à avoir beaucoup de monde? Bien, nous, on aimerait bien avoir une trentaine de personnes, si c'était possible, parce que la salle, c'est une très belle salle, lumineuse, grande, accessible, rez-de-chaussée. Même les personnes à mobilité réduite peuvent s'y rendre. Écoutez, c'est vraiment un plus pour nous que la direction de la résidence nous ait accueillis de cette façon-là. L'idéologie première de l'Université du troisième âge, c'est d'apprendre dans le plaisir. Vous en avez glissé un mot tantôt, mais je veux vous attendre un petit peu plus en profondeur là-dessus. Pourquoi vous avez décidé d'y aller dans cette lancée-là, d'associer l'éducation au plaisir? Bien, écoutez, c'est la philosophie d'intervention de l'Université du troisième âge de Sherbrooke. Chaque antenne peut y adhérer.
Donc, nous, c'était quelque chose qui nous rejoignait dans la région parce qu'on est une région de jeunes retraités, on est une région aussi de jeunes, de gens éduqués. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'expertise. Alors, pour échanger, pour permettre à ces personnes ressources de nous offrir ce qu'elles savent et pour nous d'apprendre, le plaisir, c'est qu'il n'y a pas de travaux. Moi, je me souviens de ma période d'université, c'était l'enfer pour les travaux. La prise de notes, c'était Et des lectures aussi fou. également, oui. C'était fou. Alors que là, on est assis, on entend, on peut questionner, on peut échanger, on peut partager des expériences vécues. C'est vraiment l'université idéale, là. Vous dites qu'il y a de plus en plus de jeunes retraités dans la région. Selon vos observations, votre expérience, c'est dû à quoi ce phénomène-là? Pourquoi on prend notre retraite de plus en plus jeune? Bien, je vous dirais que, premièrement, c'est toujours une question d'âge plus année de service, surtout pour la fonction publique et fédérale et provinciale, c'est vraiment ça. Les conditions de travail se sont beaucoup améliorées, ça aussi. On est peut-être de la génération qui a mieux planifié aussi les choses, planifié sa retraite. J'entends des jeunes personnes qui disent « c'est difficile parce qu'on a beaucoup de dettes, on a des dettes d'études, bon, tout ça ». Peut-être qu'on est de la génération qui a eu le goût d'investir un petit peu plus ou de planifier un peu plus dans des REER ou dans des trucs comme ça et qui veut se permettre du bon temps. Je vous le rappelle, on est avec Ginette Mercier, responsable du comité de programmation de l'Université du troisième âge, partout ici dans la région. On prend une courte pause, Madame Mercier, si vous le permettez. On vous revient dans quelques secondes. Restez avec nous plutôt. Oui. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de Mme Mercier. Vous êtes responsable du comité de programmation de l'Université du troisième âge. Merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Mme Mercier, vous le savez, la technologie, elle a beaucoup évolué au cours des dernières années. Elle nous dépasse même parfois. Est-ce qu'il y en a des formations par rapport à la technologie à l'université? Je vais vous dire que l'Université du troisième âge de Sherbrooke nous demande de ne pas répéter ou de ne pas doubler ce qui s'offre déjà dans une région. D'accord. Alors, on sait qu'il y a énormément de cours qui se donnent, que ce soit pour les tablettes, les ordis, les logiciels, les réseaux sociaux. Donc, on ne touche pas à ça. Ce qui ne nous empêche pas d'explorer, par exemple, la technologie pour offrir des activités aux gens. Alors, il y a présentement un projet, une exploration de projet avec l'Université du Québec en Outaouais, l'Université de Sherbrooke et ISFOR, qui est l'Institut scientifique de la forêt tempérée de Ripon, pour voir la possibilité d'utiliser leur plateforme pour justement offrir un cours via le visioconférence, par exemple. Alors, on irait de ce coin-là. Et il y a même aussi quelques antennes qui voudraient se regrouper, peut-être même à travers vos télés communautaires, pour offrir des activités aux personnes, par exemple à mobilité réduite, mais qui voudraient s'inscrire. Est-ce qu'il y a des préjugés un peu selon vous, des fois? Peut-être qu'il y a des gens qui sont réticents un peu à s'inscrire au cours en se disant « je ne suis pas partie de cette catégorie-là, moi, du troisième âge ». Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont un peu réticents? Bien, je vous dirais que l'Université de Sherbrooke a fait une sérieuse réflexion justement pour ce fameux troisième âge, parce qu'on sait que maintenant, il y a 5, 6 et 7e âge, parce qu'il y a de plus en plus de centenaires aussi.
Donc, il y a une réflexion qui se fait à leur niveau. Nous, on est prêts à changer d'appellation s'il le faut, mais on se dit souvent une antenne de l'Université du troisième âge de Sherbrooke. Mais oui, ça fait réfléchir parce que c'est pas ça. C'est vraiment pas limitatif en termes d'accessibilité aux cours. Donc, c'est pas juste pour des gens de l'âge d'or, c'est aussi Non. pour des gens de 50 ans et plus, mais c'est à partir de quel âge qu'on embarque dans l'âge d'or et tout ça? Bien, écoutez, ça fait partie de la réflexion. C'est vrai? Tout à fait. Parce qu'on est dans une ère, comme je vous disais tantôt, où il y aura beaucoup plus de centenaires. Par rapport au choix des professeurs et des conférenciers, je serais curieux de savoir, est-ce qu'on a la même rigueur que dans une université plus conventionnelle, comme l'UQO, l'Université d'Ottawa? Est-ce qu'on a la même rigueur quant au choix des professeurs qu'on choisit? Je vous dirais que Sherbrooke nous impose une rigueur que moi j'adore. Parce que chaque personne ressource qui veut déposer ou offrir ses services doit déposer son CV, un court résumé de la conférence ou du cours que cette personne-là veut donner et doit soumettre tout ça à l'Université de Sherbrooke. Donc, quand Sherbrooke accepte une personne ressource, c'est qu'elle correspond aux critères. La personne ressource doit aussi offrir un plan de cours pour dire aux gens, voici ce que je vais aborder dans mes cours, voici ce que je vais aborder dans mes conférences. Et en termes de rigueur, je vous dirais qu'on a eu un appui de l'Université du Québec en Outaouais, parce qu'il y a plusieurs profs retraités qui offrent leurs services et qui sont déjà dans la banque de l'Université de Sherbrooke. L'Université d'Ottawa aussi nous a offert il y a des profs qui nous ont offert leurs services et qu'on a retenus pour la programmation de l'hiver et du printemps. Donc, ce sont des gens qui sont habitués de travailler dans un cadre plus rigoureux. C'est des gens compétents également. Tout à fait. On ne choisit pas n'importe qui pour offrir ces cours-là. Non, parce qu'on veut continuer d'apprendre. Donc, ça veut dire que la personne ressource doit aussi continuer d'apprendre pour nous permettre de bénéficier de ses compétences. Et s'il y a des gens à la maison, des professeurs ou des gens qui seraient intéressants à offrir des conférences à l'Université du troisième âge, ça peut se faire et de communiquer avec vous, j'imagine? Tout à fait, ouais? tout à fait. Nous, on va se faire un plaisir de recevoir leur CV, de recevoir leur intérêt, de recevoir un petit peu leur offre de service. On va communiquer avec eux autres, puis on va les rencontrer, parce qu'on veut aussi les rencontrer. Lorsque le comité a choisi les différentes activités de l'université, est-ce que vous avez remarqué certaines particularités ici en Outaouais? Parce qu'on le sait, on est la 11e région avec une université du troisième âge. Est-ce qu'on a remarqué des particularités ici? Bien, je vous dirais que, comme toutes les autres antennes, les sujets sont sensiblement les mêmes, c'est-à-dire l'histoire, les sciences, la géographie, la géopolitique. Ça, c'est des sujets qui touchent la plupart des 29 antennes là, du réseau dont on fait partie. Ce que j'ai beaucoup, moi, remarqué, c'est la présence majoritaire de femmes qui viennent assister à nos conférences. Je vous dirais qu'il y a 9 femmes pour un homme. Mais là, et c'était ça à l'automne, cette fois-ci, pour la conférence Histoire des guerres mondiales et le Québec, c'est moitié-moitié. Alors, on pensait toucher aux hommes ou encore satisfaire la clientèle masculine, mais il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent effectivement aux grands événements. Donc, selon le sujet, la thématique, Oui, il va y avoir plus de femmes, plus d'hommes, évidemment. Oui, Okay. mais là, Histoire des guerres mondiales, j'ai été surprise. J'aurais pensé qu'on aurait eu plus d'hommes que de femmes, mais c'est extraordinaire, j'adore. Il y aurait, bon, vous m'avez dit qu'il y a une association étudiante. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui participe à ça? Chaque personne qui s'inscrit aux activités de l'Université du troisième âge de l'Outaouais par un membership de 6 $ devient membre automatiquement de l'association étudiante. Donc, elle peut bénéficier des activités sociales que l'association va faire et peut aussi donner, comme on dit chez nous, son input dans l'organisation des prochaines activités de l'université aussi, en termes d'intérêt, en termes de sujets et même de proposer des personnes ressources aussi. Alors, c'est évident que ces deux entités-là vivent l'une avec l'autre et l'une pour l'autre et il y a énormément d'échanges. Il faut dire, l'Université de Sherbrooke est assez sévère. Elle demande
elle vous demande en fait de faire une évaluation des services que vous offrez à chaque année. Je ne sais pas Après chaque activité, OK, d'accord. après chaque activité, les étudiants sont appelés à se prononcer sur ce qu'ils ont reçu. Est-ce que c'est positif, Mme Mercier? Bien, oui, c'est positif. Les gens sont, premièrement, très, très heureux de pouvoir contribuer à l'évaluation. Et à travers tout ça, on leur demande, est-ce que vous voulez qu'on approfondisse le sujet? Est-ce que vous aimeriez avoir autre chose dans le même type? Avez-vous d'autres sujets qui vous intéressent? Mais oui, l'université nous demande et on doit acheminer les évaluations à l'Université de Sherbrooke. Et on fait partie d'un projet pilote parce qu'on est le bébé qui vient d'entrer dans le réseau. On va contribuer à l'évaluation électronique des activités. Donc, ça va se faire par tablette, par ordinateur. Les gens vont pouvoir se prononcer rapidement sur l'évaluation. On aura moins de compilation à faire. Pour tous les intéressés, toutes les intéressés qui nous écoutent à la maison, qui seraient intéressés à bénéficier de vos cours, vos conférences, de quelle manière on peut s'inscrire et avoir plus d'informations? Écoutez, il y a un numéro de téléphone. On a un petit bureau où on a une personne deux avant-midi par semaine, les mardis et les mercredis, de 9h à midi. Les gens peuvent nous appeler au 819-663-3305, qui est le poste 219. Ça, c'est vraiment notre numéro de téléphone. Il y a un bénévole qui va les rappeler. Si on ne répond pas tout de suite au téléphone, les gens peuvent laisser un message. Et les gens peuvent toujours aller sur le site web de l'Université de Sherbrooke. Tout à fait en bas, vous avez l'Université du troisième âge et toute la programmation de chacune des antennes. On a parlé de l'université. Ouais. Je veux parler un peu de votre parcours, Mme Mercier. Je serais curieux de savoir, côté professionnel, ça ressemble à quoi depuis les dernières années, en fait? Ah, misère! Vous me posez une excellente question. Je veux tout savoir. Mais brièvement, dans quel domaine? Brièvement, écoutez, moi, j'ai toujours été intéressée par l'éducation et le domaine de la santé. Donc, j'ai eu un parcours comme présidente dans différents organismes au niveau de la santé. Les dernières années, je vous dirais que je suis encore présidente d'un organisme qui s'occupe d'employabilité pour les femmes, qui s'appelle Option Femmes Emploi. J'ai été aussi commissaire au bureau de l'Ombudsman de la ville de Gatineau. J'ai été aussi à l'hôpital de Gatineau dans les premières années de création de cet édifice-là rempli de gens avec un grand cœur. C'était extraordinaire de voir l'évolution. J'ai été là pendant 7 ans. Et Centraide d'Outaouais aussi. Vous m'avez dit que vous avez fait beaucoup de bénévoles au cours de votre vie, qui n'est pas fini d'ailleurs, mais pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer? Je vous dirais que moi, je suis choyée par la vie. Je suis aimée. J'ai un toit sur ma tête. Je mange à ma faim. Si je ne mange pas à ma faim, c'est que c'est moi qui se prive toute seule. Je n'ai pas besoin de ça. Et je pense qu'il faut faire une différence. On n'est pas que de passage sur cette terre-ci. Il faut faire une différence. Et j'ai appris très jeune que de contribuer, c'est aussi s'enrichir. Alors pour moi, c'est ça. Vous l'avez dit, vous êtes présidente d'Option Femmes Emploi. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un organisme, c'est ça? C'est un organisme communautaire qui s'occupe de développement, qui s'occupe de l'autonomie financière des femmes via l'employabilité, via l'exploration des métiers non traditionnels et l'entrepreneuriat. Il y a une campagne de capitalisation qui a été lancée en décembre dernier. Ça va permettre aux femmes qui se lancent en affaires de faire des prêts à bas taux. Il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir bénéficier de cet argent-là? Bien, écoutez, sous la présidence d'honneur de Nancy Raymond, qui est la présidente de Stématique Canada, c'est elle entourée d'ambassadrices qui va s'occuper de ramasser 500 000 $ pour les trois prochaines années. De ces 500 000 $-là, nous, ce qu'on veut, c'est faire des prêts à un maximum de 20 000 $ par projet d'entreprise à des femmes qui sont déjà en entreprise ou qui veulent commencer ou démarrer une entreprise. Donc, on aimerait faire 7 prêts par année et en remettant les sous, en remettant leurs prêts, bien, les femmes vont contribuer à faire tourner la roue et on va être capable d'aider d'autres femmes à se partir en affaires. Madame Mercier, ça a été un plaisir de vous recevoir moi de même. Par rapport à l'Université du troisième âge, en espérant que moi, quand je vais être dans la cinquantaine, je vais pouvoir bénéficier des services de l'Université du troisième âge. Ça a été un plaisir et plaisir de vous revoir prochainement. Merci.
Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez nous écrire au nouvelles avec un S à commercial tvc.qc.ca. Je m'appelle Mathieu Daou, c'était Tribune locale. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Le nombre d'apiculteurs est en déclin au Québec, mais à la ferme Val-Clément à Notre-Dame-de-la-Salette, le métier est bien vivant depuis des générations. Ça a toujours été un loisir, une activité qui a été pratiquée malgré les emplois à temps plein, si on veut. Depuis ma tendre enfance, j'ai vu cette cohabitation, ce qu'on peut appeler, entre l'apiculture et le travail à temps plein à l'extérieur avec mon père, avec mon oncle. C'est mon oncle qui a débuté en apiculture en 1946, puis mon père s'est joint à mon oncle un peu après et ils ont monté ensemble un rucher d'environ 55 ruches. Par l'élevage des abeilles, on peut tirer plusieurs produits. Le plus connu, c'est le miel, mais il y a d'autres produits comme le pollen, la gelée royale, la cire, le propolis. Dans le temps, l'apiculture, c'était une question d'avoir des abeilles. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est de les faire survivre. La bataille est multiple sur beaucoup de fronts. Un des plus importants qu'on a actuellement, ce sont les mythes varroa. On est en constante bataille, je dirais, depuis à peu près 15 à 20 ans avec ce nouvel ennemi. La partie la plus préoccupante qui, elle, date de 2007, c'est l'utilisation massive des néonicotinoïdes en grande culture. Cette famille d'insecticides-là qui amène toutes sortes de désordres au niveau de l'abeille. Depuis 1968, je n'ai pas acheté pour plus de 3 000 $ d'abeilles pour des problèmes d'hivernement ou autres. Pas plus que 3 000 $ entre 1968 et 2007. Mais après 2007, c'est 20 000. Dans les années 60, fin 60, il y avait au Québec environ 2500 à 3000 apiculteurs. Aujourd'hui, c'est moins de 400. Alors, il y a déjà, comme dans toutes les autres facettes de l'agriculture, une consolidation qui s'est faite.